Donc, François Bouteille, je continue ce cours qui est le cours qu'on appellera peut-être au glacé 1 ou EG1, qui porte sur les schémas et les mesures. On est dans le cas d'un schéma relativement simple, où j'ai choisi, puisqu'on a fait le vœu de partir des usages, vous voyez, c'est pas un truc tout à fait spontané pour des gens qui sont responsables de maintenance, qui sont exploitants externes. Ils ont tendance à se concentrer plutôt sur la partie production de froid, vous voyez, sans trop se poser de questions. Hein. Donc on a ici un process qui fait de la climatisation, hein, enfin une usine qui utilise de la climatisation pour rafraîchir son ambiance et peut-être réguler l'hygrométrie avec un procédé qu'on abordera rapidement, vous voyez, mais qui en fait est une spécialité. Hein, on parle de HVAC. Deuxièmement, il y a un refroidissement de process. Alors qu'est-ce que c'est comme process? Souvent, l'eau glacée est utilisée dans des process, ça peut être un process, par exemple, de plasturgie. Vous voyez, la plasturgie, on aura de l'eau glacée, mais à une température assez élevée, en général 12, 14, 15 degrés, parce qu'on ne souhaite pas refroidir trop les moules, sinon ça condense dans les moules, c'est contrariant. Ça pourrait être, si ce n'est pas de la plasturgie, ça pourrait être une usine de chocolat, par exemple. Le chocolat est un truc qu'il faut à certains moments chauffer pour le transporter à l'état liquide, ensuite refroidir un peu. Et donc, dans une usine de chocolat, on va trouver un peu d'eau glacée pour ces deux applications-là. Et là, on a mis volontairement un usage de l'air comprimé, le refroidissement de compresseurs d'air. Les compresseurs d'air, refroidissement, je vais essayer de l'écrire mieux, de compresseurs d'air de groupe hydraulique. On sent bien que cet usage du froid pourra être un des points sur lequel on va discuter, voyons, en disant est-ce que c'est rationnel, combien ça coûte en énergie en plus de le faire. Hein. On peut se poser des questions là-dessus. Moi, je connais bien l'air comprimé. Vous voyez, il est clair qu'un refroidissement par eau glacée peut, dans certains cas, fiabiliser très puissamment, de manière très effective, une production d'air comprimé. Vous voyez, le refroidissement par eau glacée, c'est ce qu'on utilise dans les usines pharmaceutiques, souvent. Il n'y a pas de problème, il peut faire la canicule le temps qu'il fait dehors. Tant que le groupe froid fonctionne, on arrive à faire fonctionner les compresseurs d'air et avoir donc de l'air sur un process pharmaceutique. Dans d'autres usines, ça peut être un peu coûteux, et on parlera de cet aspect-là, de refroidir les compresseurs d'air par eau glacée, vous voyez. Refroidir les groupes hydrauliques, c'est le plus souvent quelque chose qu'on peut considérer comme assez bizarre, vous voyez. On pourrait imaginer des cas où le gars préfère refroidir par eau glacée, tout simplement parce qu'il a de l'eau glacée sous la main, et que ça le contrarie de devoir mettre une tour de refroidissement où il n'a pas la place, ou alors il y a des problèmes de bruit, vous voyez, qui font qu'il a des raisons pratiques de choisir une solution coûteuse en énergie. Le refroidissement par eau glacée d'un groupe hydraulique, un groupe hydraulique, on peut avoir de l'eau à 40-45 degrés et ça refroidit quand même l'huile, vous voyez. Le compresseur d'air, il ne faut pas dépasser 40 degrés, c'est plutôt 40-42 degrés pour certains compresseurs à vis sèche, vous voyez, c'est le maximum chez les compresseurs Compare, je crois, 40 chez Atlas Copco. Vous voyez, il y a des niveaux de température qui ne justifient pas l'usage, a priori, d'eau à 5 degrés ou à 6 degrés, mais il peut y avoir des raisons de le faire quand même. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'intelligent quand je vois un schéma comme ça? Je vais vous faire part, en fait, de notre petite expérience. Voilà. Alors, ce qu'on nous demande souvent, ça va être de mesurer des débits sur différents usages. Vous voyez, dans ce cas-là, on va installer ici un débit. Donc, je vais représenter une mesure de débit par ultrason. Donc, c'est quelque chose que je vais représenter comme ça. C'est-à-dire qu'on met un peu en diagonale deux capteurs. On parlera de la manière un peu, je crois qu'on a déjà dit on a déjà consacré quelques minutes à parler de mesure de débit, qui est une des activités de ma société. Donc, on va mesurer, il nous faut des longueurs droites. Il faut en retirer le calorifuge, donc il faut être capable de l'en mettre. Donc sur le froid, c'est une opération, le calorifuge qui doit être pris en compte. C'est pas si facile que ça de retirer un calorifuge dans une usine, par exemple pharmaceutique ou agroalimentaire. Certains calorifuges font beaucoup de poussière, vous voyez. C'est souvent un travail de spécialiste, donc on préfère nous que ce soit un spécialiste du calorifuge qui vienne retirer vos calorifuges, qui nous fasse une sorte de petite fenêtre sur le tuyau, où on puisse installer notre débitmètre et éventuellement qu'on ait un système démontable, ce serait l'idéal, vous voyez.
Les mesures donc sont non intrusives, mais elles ne se font pas à travers le calorifuge quand même. Vous voyez, il faut se venir au contact du tuyau. Il faut avoir, selon le diamètre du tuyau, 1 mètre d'une découpe sur 1 mètre, 1,50 m. Vous voyez, c'est des très gros tuyaux. L'écartement est proportionnel, bien sûr, au diamètre de la canalisation. Donc on peut imaginer de mesurer les 3 débits. Vous voyez, alors les débits, on les mesure de manière assez indifférente sur l'entrée dans le process ou la sortie du process, là où on a des longueurs droites adaptées. Vous voyez, on les mesure où on peut. On fait bien attention à un point, c'est que pas mal de ces systèmes ont ici des systèmes de régulation par des vannes 3 voies, qui sont quelque chose qu'il faut pas se tromper. Vous voyez. Très souvent, vous avez des vannes 3 voies, ici ou de l'autre côté. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent gêner le gars qui fait ces mesures et poser des problèmes pour l'interprétation. Par exemple, on peut décider de refroidir le compresseur d'air avec de l'air comprimé, avec de l'eau glacée, parce qu'on dit c'est très bien l'eau glacée, mais il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Donc à chaque fois, on va avoir une petite vanne de régulation qui va agir en détournant une partie de l'eau, et par exemple en faisant tourner l'eau en boucle de manière à ce qu'elle soit à 15 degrés, par exemple. Vous voyez, parce que de l'eau trop froide, de l'eau glacée à peu près à 3 degrés, va poser un problème, c'est que dans certains cas, c'est trop froid pour certains types de compresseurs. On va par exemple, si le compresseur est à l'arrêt et que par hasard le refroidissement continue à se faire, on va avoir une condensation d'eau à l'intérieur d'un compresseur d'air, ce qui peut être très préjudiciable. Pareil pour l'huile, on risquerait d'avoir une huile trop froide. Les compresseurs lubrifiés, si on refroidit trop l'huile du compresseur, elle devient trop visqueuse, vous voyez. Donc on a souvent cette température, donc il faut savoir à quel endroit on mesure. Donc en général, on s'arrange pour laisser tourner en boucle comme ça veut à l'intérieur et mesurer en dessous de cette vanne 3 voies si elle existe. Voilà. La vanne 3 voies existe très souvent, mais il y a aussi des systèmes qui régulent simplement avec une vanne 2 voies, ça coupe en tout ou rien. Dans ce cas-là, on a en général, on va constater, si vous n'avez pas ces 23 voies sur les usages, c'est que vous allez avoir un réseau général avec la vanne 3 voies à la sortie du ballon, vous voyez. Donc à la sortie du ballon, on peut déjà avoir une certaine une recirculation d'eau. Il faut se méfier de ces vannes 3 voies. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mesurer? Très souvent, les gens nous demandent de mesurer le coefficient de performance du groupe froid. Le coefficient de performance, c'est une notion qui vient des frigoristes. Ça correspond au ratio de la puissance utile, donc la puissance utile frigorifique, qui a été fournie à l'eau, enfin la puissance de la chaleur qui a été extraite de l'eau, exactement, divisé par la puissance électrique sur le groupe froid. Donc on va mesurer la puissance électrique sur le groupe froid, des kilowatts. C'est un truc qui est très facile à faire, sauf si vous avez un groupe froid. Je dirais, quelquefois, vous avez des groupes froids qui ont 2 alimentations électriques. Il faut se méfier un peu, pas manquer de matériel. On a des systèmes, c'est un groupe froid unique, mais pour le fiabiliser, on a 2 alimentations électriques. Donc, prévoir d'avoir un wattmètre de plus, vous voyez, de manière à faire des mesures aussi précises que possible. S'il y a 5 alimentations, il faut 5 wattmètres quelquefois. Nous, on a eu souvent des cas avec deux alimentations. La puissance active, donc les kilowatts, ça sera assez facile à mesurer. Pour mesurer la puissance échangée, systématiquement, on va utiliser une équation qui dit que la puissance frigorifique ou thermique, on va parler de thermique, moi je suis thermicien, mais c'est simplement une chaleur qu'on extrait, c'est égal à quoi? Elle est proportionnelle à un certain coefficient C. Ça va dépendre, c'est la chaleur massique. Ça va dépendre du liquide qui circule. Si c'est de l'eau, ça fait 4,18 kJ par kilogramme et par Kelvin. Si c'est de l'eau glycolée, il faut se méfier, ça a des valeurs différentes. On va voir cette chaleur massique multipliée par un débit massique, multiplié par un delta T, un écart de température. Voilà. Donc il va falloir qu'on vérifie, c'est un premier point ici, le produit qui circule. Est-ce que c'est bien de l'eau? Est-ce que c'est de l'eau avec un additif qui change sa chaleur massique, qui la réduit en général, si c'est du glycol? Il faut qu'on mesure le débit massique. Ça, le débitmètre va nous le donner. Donc, on va mettre un débitmètre, par exemple ici, vous voyez, sur le
le débit là où on a une belle longueur droite, pas juste au refoulement de la pompe. Hein. Et on va devoir multiplier ce débit par un écart de température. Donc l'écart de température va être en Kelvin, le débit massique va être en kilogrammes par seconde, et la chaleur massique, ce sera des joules ou des kilojoules par kilogramme et par Kelvin. Quand on multiplie ces trois termes, on voit que les Kelvin, ça va se simplifier, les kilogrammes, ça va se simplifier, il restera des kilojoules par seconde qui sont des kilowatts. C'est donc ce qu'on veut, on a la même unité, on aura la même unité sur la puissance photographique mesurée en fait sur ce tuyau-là, hein, que la puissance, que sur la puissance électrique active mesurée sur l'alimentation électrique du groupe froid. Voilà. Donc à ce stade-là, il va falloir qu'on installe sur notre groupe froid d'une part et peut-être aussi sur les trois usages, des mesures de température. Voyez. Donc les mesures de température, prenons la clim, on va essayer de mettre une mesure de température sur, puisqu'on a mesuré le débit ici, il faut qu'on on va définir le système de cette manière. Voyez. Donc là, il y a une petite réflexion à avoir. Il y a des erreurs, il y a eu quelquefois des erreurs. On va mesurer donc la température T1, c'est la température à l'entrée du système, et la température T2 à la sortie du système. Vous voyez, quand on met le débitmètre ici, on mesure le débit qui est fourni au système, et puis le débit qui en ressort. Et donc ces deux débits sont égaux. Il faut que le débit qui ressort soit égal à ce qui rentre. Vous voyez, donc on ne peut certainement pas mesurer la température ici et là. Il faut clairement la mesurer ici, à mon avis. Voilà. De même, ici, on va pouvoir mesurer la température T1 et T2, vous voyez, on va les mesurer de la même manière, on va les mesurer à l'entrée et à la sortie pour chacune des utilisations qu'on voudra mesurer. Et on aura donc des kilowatts frigo, hein, en appliquant cette jolie équation, on aura des kilowatts frigorifiques pour chacune des utilisations. Il y aura donc ici T1, T2, T1, T2, donc ça ce sera T1, T2 pour la clim, vous voyez, T1, T2 pour le refroidissement en process, T1, T2 pour les compresseurs d'air et les groupes hydrauliques. Et enfin, on aura T1, T2 qu'on va mesurer, par exemple ici, à l'entrée du groupe froid. Ça, ce sera peut-être le T1, ça, ce sera le T2. Alors, il faut toujours faire attention aussi, mais ce n'est pas le plus difficile. La difficulté qu'on rencontre à ce stade-là, c'est que ici, on a des T1, T2 qui sont souvent de l'ordre, l'écart de température, le delta T ici, l'écart sera souvent de 10 ou 12 degrés. Ici, compresseur d'air, c'est souvent 10, 15 degrés Celsius, on peut régler, ou même 20 degrés. Process, ça dépend un peu, mais souvent c'est au moins 5 degrés Celsius. Très souvent, ici, l'écart de température n'est que de 1 degré Celsius, voire moins, parce que le client met une grosse pompe et il dit « je veux brasser tout ça de manière importante ». Vous voyez. Donc, la difficulté qui se pose, c'est que si on mesure avec une incertitude de je sais pas moi, disons de 0,05 degrés Celsius, vous voyez, ce qui serait dans bien des domaines un truc tout à fait acceptable, vous voyez, avec un petit mesure à infrarouge rapide, hein, eh bien, on va avoir 1 degré Celsius d'incertitude sur la différence des deux températures mesurées. Et dans ce cas-là, on va avoir une puissance frigorifique évacuée par le groupe froid, vous voyez, une chaleur évacuée par une puissance thermique évacuée par le groupe froid, qui va être connue avec une incertitude de 100%, puisque on mesure un écart de 1 degré à 1 degré près. Vous voyez, on va avoir une très très mauvaise mesure et un coefficient de performance qui va avoir une valeur souvent assez bizarre. C'est sur ce point-là qu'on reprendra le prochain cours et que progressivement nous compléterons notre petit projet de mesure sur le froid.